Pour assurer un développement harmonieux du territoire national, le Conseil interministériel sur l'aménagement du territoire du 23 janvier 1997 avait adopté le Plan national d'aménagement du territoire du Sénégal. Ceci après un long processus d'élaboration qui aura duré 20 ans. Cependant, ce premier plan a été faiblement mis en œuvre du fait de la non-mise en place des instruments recommandés pour son opérationnalisation, à savoir une loi d'orientation pour l'aménagement du territoire et un fonds d'impulsion à l'aménagement du territoire. Ainsi, le territoire national reste encore caractérisé par des déséquilibres territoriaux importants, marqués notamment par l'hypertrophie de Dakar, qui représente 0,3% du territoire national et concentre près de 25% de la population, domine l'activité économique et concentre les grands équipements. Cette forte concentration des populations et des activités, combinée à une faible maîtrise de l'urbanisation, a entraîné la naissance de bidonvilles et une dégradation du cadre de vie. En ce qui concerne l'accès aux services sociaux de base, il existe de fortes inégalités territoriales, notamment entre zones urbaines et zones rurales. Ainsi, les départements les moins urbanisés sont ceux qui sont les moins dotés en équipements sociaux de base. Également, la forte pression démographique et la jeunesse de la population entraînent un déséquilibre entre la demande et l'offre et constituent un défi pour tous les pays en voie de développement. Au niveau économique, on note une faible valorisation des ressources et potentialités des territoires, avec des modes de production encore rudimentaires, la faiblesse de l'appui à la production et la prépondérance de l'informel. Cela a induit une forte dépendance de notre pays vis-à-vis de l'étranger et une balance commerciale structurellement déficitaire creusée par l'importation de produits dont le Sénégal a la capacité de production. Le déficit d'anticipation dans la programmation des infrastructures et équipements structurants a entraîné un renchérissement des coûts occasionné par la libération des emprises. Également, le déficit de planification a entraîné une occupation de zones à risque qui rend vulnérables les populations et notre appareil productif dans un contexte de changement climatique. Pour relever ces défis, Son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, à travers le plan Sénégal émergent, a dégagé une vision qui permettra d'atteindre l'émergence à l'horizon 2035, autour des valeurs fortes que sont la solidarité et l'état de droit. Le premier plan d'action pluriannuel du PSE a permis de réaliser des progrès importants, notamment dans les domaines de l'accès aux services sociaux de base, du développement urbain et de l'appui à la production avec l'extension du réseau routier et autoroutier, le désenclavement des territoires, l'augmentation de la production d'énergie et l'amélioration de l'environnement des affaires. Dans les secteurs productifs, la transformation structurelle de l'économie est en marche. L'augmentation graduelle des productions dans presque tous les secteurs a permis de réaliser de bonnes performances macroéconomiques avec une croissance du PIB qui est passée de 3,5% en 2012 à 6,7% en 2016. Dans le cadre du deuxième plan d'action pluriannuel du PSE, ces acquis seront consolidés et de nouvelles initiatives sont déjà lancées. Le plan Sénégal émergent est accompagné d'importantes réformes, dont l'acte 3 de la décentralisation, qui vise à organiser le Sénégal en territoire viable et compétitif, porteur de développement durable. La première phase a posé les premiers jalons pour le renforcement du cadre de gouvernance territoriale, avec notamment la communalisation intégrale et l'érection du département en collectivité territoriale. La deuxième phase de la réforme est consacrée au renforcement des moyens des collectivités territoriales, à l'amélioration de la cohérence territoriale et à la mise en place d'une stratégie d'aménagement du territoire capitalisant sur les acquis du PSE. C'est dans ce cadre que l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, sous la houlette
du ministère des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires a conduit l'élaboration du plan national d'aménagement et de développement territorial. L'objectif de ce plan est de développer le Sénégal à partir de ses territoires par une bonne structuration de l'espace et une valorisation durable des ressources et potentialités des territoires. Le processus d'élaboration du PNADT, lancé le 30 décembre 2014, a été participatif et inclusif et rythmé par une série d'ateliers et de rencontres avec les acteurs nationaux et territoriaux. Les travaux ont mobilisé les services techniques de l'État, des experts nationaux et internationaux. Les techniques d'analyse spatiale les plus avancées ont été employées et ont permis d'avoir une bonne connaissance du territoire. Le PNADT est bâti autour de 5 axes d'intervention, dont l'environnement et les ressources naturelles, la démographie et les dynamiques spatiales, le système productif et la gouvernance territoriale. Le schéma de structure proposé comprend l'ensemble des éléments structurants permettant d'assurer une bonne occupation du territoire et une valorisation des ressources. Ainsi, pour promouvoir une armature urbaine équilibrée et un accès équitable aux services sociaux de base, il a été proposé une hiérarchisation fonctionnelle des établissements humains comprenant 5 niveaux. Le premier niveau est constitué de Dakar, qui est une métropole internationale qui va rivaliser avec les grandes métropoles africaines et mondiales. Le second niveau est représenté par les métropoles d'équilibre qui doivent contrebalancer le poids de Dakar et promouvoir l'émergence de pôles de développement à l'intérieur du pays. Les autres niveaux constitués des métropoles régionales, des villes secondaires et centres relais permettront d'assurer une bonne polarisation de l'ensemble du territoire national. Chaque niveau de la hiérarchie doit être doté d'une grille d'infrastructures et d'équipements lui permettant de jouer son rôle. Pour l'occupation du sol, le territoire est divisé en 14 grandes zones d'affectation, définies en fonction de l'aptitude des terres, de la disponibilité de l'eau, du couvert végétal, des potentialités minières, mais aussi de la sensibilité écologique. Pour chaque grande affectation, les filières à fort potentiel de développement ont été identifiées. La carte des grandes affectations du territoire constitue un outil de base d'aide à la décision pour la territorialisation des politiques publiques. En effet, elle permet d'une part d'orienter les choix de localisation des projets structurants initiés par l'État et les acteurs économiques et d'autre part de faciliter l'élaboration des politiques de contractualisation entre l'État et les collectivités territoriales ou leur regroupement. La valorisation des ressources territoriales sera impulsée à la base à travers les centres secondaires stratégiques, définis comme étant les établissements humains susceptibles d'être dotés d'une fonction stratégique grâce à la valorisation d'une ressource spécifique. Cette approche s'inspire notamment des exemples de la compagnie sucrière sénégalaise et de la station balnéaire de Saly, qui ont permis d'impulser le développement des localités de Richard Toll et Mbour. Ainsi, en se basant sur les ressources et potentialités des territoires, près de 10 catégories de centres secondaires stratégiques ont été identifiées sur toute l'étendue du territoire. Les centres agro-industriels sont orientés vers la transformation des produits agricoles, forestiers et des productions animales. Les centres industriels visent l'exploitation et la transformation des ressources minières et gazières et pétrolières. Les potentialités touristiques des territoires, elles, valorisées à travers différents types de centres touristiques. Les centres d'excellence artisanale permettront de structurer et de moderniser l'artisanat dans les localités dotées d'un savoir-faire reconnu en la matière. Les autres centres secondaires stratégiques sont essentiellement constitués de pôles de services et de commerce permettant de fournir des services spécifiques d'appui à la production. La mise en œuvre des centres secondaires stratégiques permettrait de promouvoir un développement territorial diffus et un développement industriel inclusif basé sur la valorisation durable des ressources et potentialités des différentes zones du territoire. Ces centres secondaires stratégiques, associés aux pôles économiques de premier plan constitués des métropoles, permettront d'asseoir une bonne structuration économique du territoire. Toutes les parties du territoire et les principaux établissements humains
seront connectés par un réseau performant et multinodal d'infrastructures de transport. Ainsi, le réseau routier sera densifié, les métropoles d'équilibre seront connectées par un réseau autoroutier performant et le développement du réseau ferré permettra de faciliter le transport des marchandises et des produits à l'intérieur du Sénégal et à l'échelle de la sous-région. Le développement graduel des infrastructures aéroportuaires va faire du Sénégal un hub aérien de niveau mondial, tandis que le transport maritime et fluvio-maritime sera développé par le renforcement des infrastructures portuaires. Par ailleurs, dans la perspective de l'exploitation du pétrole et du gaz, notre stratégie d'aménagement énergétique du territoire doit être repensée, notamment avec une logique de déconcentration industrielle. C'est pourquoi il est proposé d'une part de mettre en place 2 plateformes pétrolières et gazières le long de nos côtes pour développer les chaînes de valeur pétrole-gaz et faire émerger de nouvelles villes. D'autre part, la mise en place d'un gazoduc et d'un oléoduc permettrait d'alimenter en énergie les grands centres urbains, la zone minière de Kédougou et certains pays de la sous-région, comme prévu par le schéma de développement de l'espace régional élaboré par l'UEMOA. Pour aboutir à cette structuration du territoire et mettre en œuvre les orientations stratégiques, au total, 250 actions couvrant les 5 axes d'intervention ont été proposées. Pour la mise en œuvre du PNADT, il a été identifié 5 instruments et mesures clés à mettre en place pour promouvoir son opérationnalisation. La première mesure est relative à l'adoption d'une loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable des territoires permettant d'encadrer juridiquement le PNADT et les autres outils d'aménagement du territoire et les positionner dans le système national de planification. Et face au manque de moyens des collectivités territoriales, il est proposé de mettre en place un fonds d'impulsion à l'aménagement et au développement territorial pour financer notamment l'élaboration des documents de planification au niveau territorial qui constituent des instruments clés de mise en œuvre du PNADT. Par ailleurs, pour veiller à ce que l'implantation sur le territoire des nouveaux projets structurants soit conforme avec les orientations du PNADT, il est recommandé d'instituer un visa de localisation. Également, il est proposé de mettre en place un nouveau dispositif de gestion foncière intitulé « Zone d'aménagement différé », permettant de sécuriser les assiettes foncières nécessaires à la réalisation des futures infrastructures, équipements collectifs et zones d'activité prévues par les documents de planification spatiale. Enfin, l'Observatoire national des territoires, cadre de collecte, de mutualisation, de traitement et de diffusion de l'information territoriale, va concourir au suivi et à l'évaluation de la politique d'aménagement du territoire. Il permettra d'assurer le suivi des dynamiques des territoires et constitue un outil d'aide à la décision pour l'ensemble des acteurs.